Alors, je m'appelle Geneviève Allaire-Duquette, je suis étudiante de première année à la maîtrise et puis j'ai un projet de mémoire qui utilise une mesure neurophysiologique. Donc, ce n'est pas un projet typiquement neuroéducation d'imagerie cérébrale, mais donc qui utilise l'électroencéphalographie pour prendre une mesure d'engagement. Mon titre, c'est donc « Les filles et la physique au collégial, l'influence des choix de contexte sur l'engagement en situation de résolution de problèmes ». Mise en contexte d'abord, un peu vous dire pourquoi mon projet il suscite beaucoup de questions, même pour moi-même. C'est que c'est un champ de recherche récent où il y a un maximum de ce que j'ai trouvé avec aussi M. Léger, là, qui était ici ce matin, 15 articles maximum qui traitent de l'engagement, du construit d'engagement mesuré par électroencéphalogramme. Et puis, encore moins d'articles qui portent sur l'engagement en situation, en fait, en éducation. Donc, ça devient un peu exploratoire comme méthodologie. Mais par contre, les chercheurs en éducation considèrent que l'engagement, c'est un contexte central pour l'apprentissage et plusieurs recherches vont préciser en disant que ça facilite l'apprentissage. Donc, l'engagement facilite l'apprentissage, donc ça pourrait être intéressant de commencer à le mesurer. Et donc, l'intérêt du champ, l'intérêt de mesurer l'engagement par électroencéphalogramme, c'est que c'est un état psychologique, l'état psychologique, il n'y a pas besoin de venir à la conscience du sujet. Pour être mesuré, puis aussi la tâche n'a pas besoin d'être interrompue par un questionnaire, par prendre le crayon et se poser des questions sur ce qu'on vient de faire. Donc, on a les données en temps réel. Et peut-être qu'il y a des choses aujourd'hui que je vais dire qui vous semblent évidentes. J'espère que je ne vais pas être trop de base là, dans mon exposé. Alors, la problématique, très brièvement, les femmes et la physique à l'université, c'est assez frappant. Il y a environ 17 à 21 % de femmes dans le baccalauréat en physique au Québec. Et ça n'a pas bougé, même que c'est pire si je remonte dans les années 80, 70 et avant. Donc, ça stagne et on se demande pourquoi. Il y a d'ailleurs une charge de recherche à l'Université Laval, Femmes, Sciences et Génie, qui s'intéresse à la problématique. Puis, il y a beaucoup de facteurs. Il y a des facteurs sociologiques, il y a des facteurs familiaux et compagnie qui peuvent expliquer ce délaissement-là des femmes pour la physique. Mais il y a aussi des facteurs scolaires, puis c'est ceux-là qui m'intéressent. C'est le facteur des contextes des résolutions de problèmes. Il y a plusieurs auteurs qui expliquent que, dans le fond, les problèmes en physique sont rarement mis en contexte. On va souvent parler de choses très épurées, des blocs, des projectiles. Et donc, il devient difficile pour les filles de dégager un sens des tâches parce que dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est que les filles aiment comprendre le sens du problème et moins arriver rapidement à une réponse. Et en plus, quand les contextes sont utilisés, ils reflèteraient plus souvent des intérêts dits masculins. Et là, je mets des guillemets, vous allez voir tout à l'heure dans les limites de mon projet. Mon but, ce n'est pas tant de dire ce que les filles aiment, ce que les garçons aiment, mais plus de contribuer à ce que la physique aille chercher une plus grande diversité d'apprenants, que ce soit des filles ou d'autres types de personnalités chez les garçons. Alors, ma question de recherche et mes objectifs, c'est quelle est l'influence des choix de contexte? Donc, quand on choisit le contexte d'un problème en physique, est-ce qu'il y a une influence sur l'engagement d'étudiantes et d'étudiants au collégial? Pourquoi au collégial? C'est parce qu'au collégial, en sciences de la nature, il y a autant de filles et même plus. Ça va? Mais rendu à l'université, on a vu les statistiques, ça descend beaucoup. Donc, mon objectif, c'est d'arriver à mesurer neurophysiologiquement l'indice d'engagement d'étudiants qui sont en résolution de problèmes. Et mon objectif secondaire, bien évidemment, ça serait de contribuer à identifier c'est quoi les contextes qui sont les plus engageants, entre autres pour les filles, surtout pour les filles. La pertinence scientifique et sociale, bien, on a besoin de recherches qui identifient des stratégies pédagogiques qui vont améliorer l'attitude des élèves à l'égard des sciences, particulièrement celle des filles, pour les raisons qu'on vient de voir, contribuer à cibler des approches qui vont permettre aux enseignants de tenir compte des différences biologiques, cognitives et sociales des garçons et des filles. Et plus neuroéducation, optimiser la méthodologie des mesures encéphalographiques. Comme je disais, il y a 15 articles maximum sur le sujet. Donc, il n'y a pas beaucoup de devis qui sont disponibles qu'on peut adapter. Et l'utilisation de technologies peu coûteuses, comme l'EEG, peut vraiment apporter un nouvel éclairage pour des problématiques qui sont récurrentes, comme la mienne, le délaissement des filles en physique. J'ai deux concepts donc importants à définir pour ma recherche. Le concept de contexte, que j'ai vraiment épuré au maximum. Donc, un contexte, c'est une situation problème. Puis, dans mon cas, ça organise le contenu scientifique qui va être vu dans un problème, tout simplement.
le concept d'engagement qui est beaucoup plus complexe à définir. On va parler des fois de cognitive engagement, de cerebral engagement, de task engagement, de goal engagement. Vraiment, là, les auteurs, ils choisissent chacun les termes qu'ils veulent sans vraiment les distinguer. Alors moi, je l'appelle simplement juste engagement. Il y a Legendre qui le définit, bon, c'est une définition très, très large, qui dit que c'est juste un laps de temps où l'élève réalise une tâche d'apprentissage. Alors que Gale, qui lui travaille plus en neurophysiologie, va dire que l'engagement élevé, c'est un état qui correspond à un niveau élevé de vigilance. Donc, il rajoute un état psychologique à la définition. Et finalement, il y a Pope et ses collègues qui, eux, ont développé un indice d'engagement où là, vraiment, c'est un ratio qu'on utilise des ondes émises par le cerveau pour dire bêta sur alpha plus θ, ça nous donne l'engagement d'un sujet en temps réel mesuré par EEG. Pour mesurer l'engagement, d'abord, on peut le faire par toutes sortes d'approches qui sont développées depuis des décennies, là, sans utiliser d'EEG. Ça peut être par la théorie de la réponse à l'item, par le réseau bayésien. Il y a TOPS, lui, qui mesure l'engagement par la détection. Et là, je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais je sais que ça se fait. Peut-être que ceux qui sont plus calés en neuroimagerie vont m'aider, mais la détection de l'hyperactivation du cortex singulaire antérieur, ça dit sûrement quelque chose à ceux qui travaillent sur la détection d'erreurs, je pense. Mais donc, lui, c'est ça, il voit un indice d'engagement quand quelqu'un détecte une erreur, ça engage la personne. Mais le consensus qui semble émerger, c'est que vraiment les spectres électroencéphalographiques, c'est ça qui est la meilleure mesure ou la plus pertinente pour l'engagement. Il y a trois hypothèses sous-jacentes, dans le fond, à mon projet. Et c'est là où je trouve que je ne suis pas encore certaine que les trois sont validés et confirmés dans la littérature pour que je puisse continuer ce projet-là. La première, c'est de dire qu'une mesure psychophysiologique, c'est une représentation précise d'une dimension psychologique. Donc, de dire que l'indice d'engagement, ça mesure l'engagement, qu'on peut mesurer la frustration, l'inquiétude et compagnie par une mesure psychophysiologique, c'est difficile à dire pour l'instant, on l'a même questionné tout à l'heure. De dire aussi qu'il existe des relations entre des spectres d'oscillation et une activité électrique du cerveau et des processus cognitifs. Donc, de dire que quand les ondes alpha varient, on est sûr que ça veut dire que la personne a une variation dans la quantité d'informations qu'elle traite ou dans l'attention qu'elle porte à une certaine information. Il y a des études qui prouvent que ça corrèle, mais je ne les trouve pas encore assez concluantes. Puis d'un point de vue physiologique, l'amplitude de l'électroencéphalogramme reflète le potentiel d'action d'un grand nombre de neurones synchronisés. Et cette mesure renseigne sur la capacité de traitement de l'information au niveau cortical. Ça, c'est ce qui est quand même généralement accepté. Donc la dernière, ça, c'est assez concluant, mais les deux premières, ça reste, à mon avis, là, de ce que j'ai lu, à voir. Les recherches antérieures, ce matin, on en a vu une. Donc, Léger, Perret et Charland, eux autres ont mesuré un indice d'engagement, mais dans deux contextes de formation. Un contexte simulé et un contexte, quand je dis informatisé, c'est ce que M. Léger parlait ce matin, c'est juste vous êtes devant un ordinateur, vous avez un livre, vous suivez des codes là, pour faire des fonctions. Il y a Stevens, Galloway, Burka, qui, eux, sont en Californie, qui l'ont mesuré pour la résolution de problèmes. Et à la NASA, il y a Pope, Bogart et Barthelomé, qui, eux, ont développé l'indice d'engagement, puis travaillent surtout sur l'engagement, mais au moment de tâches de vigilance. Donc, par exemple, si vous travaillez dans une usine, vous contrôlez un système automatisé, on va mesurer votre engagement, puis quand votre engagement devient bas, le système automatique arrête, puis là, tout d'un coup, il faut que ça soit fait manuellement parce qu'on sent que s'il y a une erreur dans le processus industriel, vous ne le verrez pas, vous n'êtes pas engagé. Donc, eux travaillent aussi là-dedans. Maintenant, l'aperçu d'un protocole en électroencéphalographie. Bon, ce serait un échantillonnage de convenance pour ma maîtrise, une vingtaine d'étudiants du collégial, 50 % de filles, 50 % de garçons, des étudiants qui possèdent un niveau de réussite similaire. Et mon objectif, c'était d'aller en contexte authentique, de demander à un professeur de modifier les contextes des problèmes qu'il voit. Mais je me suis rendu compte qu'avec, en fait, je ne sais pas si c'est le prochain, ouais, avec un B-Alert, c'est plus ou moins possible de mettre un électroencéphalogramme pour l'instant sur la tête de 2-3 élèves sans qu'ils se sentent regardés. Et, pour l'instant, en tout cas, je ne vois pas comment ça peut se faire. Donc, c'est le même dispositif que l'équipe au HEC, c'est le B-Alert qui est sans fil.
qui est décontaminé instantanément. Donc, on a un signal propre à la fin. Et puis, qui calcule en temps réel l'engagement. Ça ressemble presque à un cockpit de pilote d'avion. Là, tu vois ton indice d'engagement varier dans le temps. On voit là, le sujet qui peut même se regarder lui-même varier puis essayer pour le plaisir là, de se contrôler lui-même dans ses indices. Donc, évidemment, on ne placera pas le sujet devant son propre écran radar. Il ne faut pas qu'il voit ce qui se passe. Donc, ça, c'est l'outil de mesure. C'était mon échantillon juste avant. Le protocole qui est vraiment encore très bref, c'est installer le dispositif, vérifier le confort du sujet, parce que oui, ça prend beaucoup de crème conductrice, surtout pour les filles qui ont les cheveux longs. Ensuite, on enregistre l'électroencéphalogramme pendant 2 minutes au repos, 1 minute les yeux ouverts et 1 minute les yeux fermés pour avoir la baseline, pour avoir la référence de chaque... C'est pas bon, hein, baseline? La référence de chaque sujet, parce qu'on a tous un niveau d'activité électrique différent, donc on compare le sujet par rapport à lui-même. Ensuite, le logiciel qui vient avec le B-Alert, le dispositif, propose des tâches pendant 15 minutes pour vérifier ton temps de réponse. Par exemple, il va te demander de cliquer dès que tu vois un cercle apparaître, puis c'est pour vérifier aussi l'état de fatigue. Et ensuite, là, c'est le nœud de ma recherche, c'est que je proposerais 10 à 20 problèmes à chaque étudiant sélectionné, dont le contexte serait adapté ou non. Donc, aléatoirement, je choisirais 10 à 20 problèmes. Et quand je dis un contexte adapté, c'est inclure des contenus. En fait, j'ai mis contenu ici, mais il ne devrait plus être là. Inclure des contextes qui traitent, par exemple, d'animaux, de corps humains, d'enjeux scientifiques qui ont des répercussions sociales et médicales, ce qui a été identifié comme des thématiques absentes des cours de physique et qui pourraient engendrer un engagement plus grand chez les filles. Et là, exemple, ça c'est un exemple classique qui vient d'un site de physique à l'Université de l'Oregon, où on demande de mesurer la vitesse d'une balle qui fait tomber un bloc 1,6 mètres plus loin. Et là, je pourrais changer le contexte de ce problème-là en demander de mesurer la vitesse d'un projectile anasthésiant qui doit, par exemple, pas percer l'oiseau au complet ou percer l'animal au complet sans le blesser. Donc, juste l'immobiliser pour pas qu'il tombe. Ça pourrait être une idée. Donc ça serait la tâche. Puis je demanderais aussi, après chaque problème, 4 courtes questions pour contre-vérifier, dans le fond, mes données de G. Le degré de difficulté. Donc, est-ce que c'est facile, plutôt difficile ou difficile? La même chose pour l'intérêt suscité, la fatigue et la distraction, parce que quelqu'un pourrait être engagé juste parce qu'il est en train de penser à un party vendredi. Ça ne veut pas dire que c'est mon contexte qui l'a engagé. Loin de là. Donc, il faut que je vérifie si je peux garder les données, si effectivement j'ai isolé l'engagement. Donc, les limites de ce projet-là, il n'y en a aucune, alors ça s'arrête ici. Non. Les limites de l'EEG, d'abord, bon, l'utilisation d'un indice d'engagement, ça a été fait, comme je disais avec Pope, quand on parle plus de vigilance, quand on parle de est-ce que je suis engagé dans la vérification d'un tableau de bord pour un contrôleur aérien, par exemple. Mais ça n'a pas été utilisé beaucoup pour un engagement scolaire, dans un problème scolaire ou dans un contexte scolaire. Donc, je me demande, est-ce que j'ai fait une transposition qui ne se fait pas du tout, même si M. Léger le fait quand même. L'indice d'engagement varie quand on change la nature de la tâche. Donc, ce matin, on a vu si la personne est dans une simulation versus si la personne est dans un contexte plus traditionnel avec un manuel pour apprendre. On voit une différence d'engagement selon les résultats préliminaires, mais est-ce que pour une même tâche où je change quelque chose de plus subtil, est-ce que l'indice d'engagement est assez sensible pour me donner que j'ai une variabilité suffisante? J'espère que je m'exprime bien. Je ne le sais pas. La difficulté d'isoler l'engagement. Si on s'est levé le matin puis il nous est arrivé, je ne sais pas, on a fait un accrochage avec une autre voiture, ça se peut qu'on n'ait pas le même indice d'engagement. Les néons, il paraît-il, qui influencent aussi notre spectre d'oscillation électroencéphalographique, les bruits, toutes sortes de choses comme ça. Et finalement, le lien entre l'engagement et l'apprentissage, même si j'ai dit au départ que plusieurs auteurs considèrent que ça facilite l'apprentissage, ce n'est pas l'apprentissage, l'engagement. Donc, est-ce que c'est vraiment lié? Je me le demande. Et dernière limite, scientifique et épistémologique, donc un piège à éviter. Mon but, ce n'est pas de différencier le cerveau masculin du cerveau féminin, pas du tout. Ça, c'est une question que je me suis fait poser la première fois que j'ai présenté mon projet. Le danger de restéréotyper, donc avoir une perspective vraiment dichotomique des intérêts du masculin et féminin, ce n'est pas non plus mon objectif du tout. Et est-ce que l'engagement, c'est un construit uniquement cognitif?
Dans le cas échéant, est-ce que je ne devrais pas combiner mon électroencéphalogramme avec aussi une mesure d'activité électrodermale? Peut-être que ce serait plus pertinent. Il y a Shawashi à l'Université de Montréal, je pense qu'il, lui, est en train de développer un indice plus complet d'engagement qui inclurait l'activité électrodermale aussi. Peut-être que l'indice, dans le fond, le résumé de ça, c'est peut-être que le calcul de l'engagement n'est pas encore assez précis ou mature, entre guillemets, pour que je puisse l'utiliser à un projet comme celui-là. Et voilà. Ça a été vite. Merci.